Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc le contrôle du canal de Panama échappe à l'influence chinoise et passe dans des mains américaines. Alors de fait, oui, rappelons d'abord de quoi on parle, de ce lieu de passage long de 80 km qui relie l'océan Pacifique à l'océan Atlantique et qui représente 6% du commerce maritime mondial. Il retrouve effectivement le giron américain. Rappelons que Trump répète sans cesse depuis des mois qu'il veut le récupérer. Coûte que coûte, il a même dit à plusieurs reprises qu'il était prêt à le reprendre par la force. Pour lui, qu'il ne soit plus américain, je cite, c'est l'arnaque totale. Eh bien, c'est fait. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, jusqu'à présent, de fait, c'était la Chine qui en avait le contrôle via la société hongkongaise City Hutchison Holdings, propriété de la famille chinoise Li, réputée proche du pouvoir de Pékin. De ce canal, elle possédait ces deux ports que vous allez voir apparaître, celui de Balboa, côté Pacifique, et celui de Cristobal, côté Atlantique, les deux plus importants parce que ce sont les deux entrées du canal. C'est là que les plus gros cargos déchargent leurs marchandises qui transitent ensuite sur de plus petits navires. Ils représentent donc une grosse partie des 4,3 milliards de dollars de revenus générés par le canal chaque année. Et bien cette entreprise-là, Hutchison, vient de vendre 80% de son capital au premier fonds d'investissement américain, BlackRock, montant de la transaction près de 23 milliards de dollars. Et Trump a pu jubiler hier soir devant le Congrès américain. Écoutez-le. Just today, a large American company announced they are buying both ports around the Panama Canal. My administration will be reclaiming the Panama Canal, and we've already started doing it. Jubilation également de la part de ses soutiens. La Chine se fait expulser du Panama et l'Amérique est en train de gagner. Merci, président Trump. Make America Great Again. Réaction de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants. Pour Dustin Johnson, représentant républicain du Dakota du Sud, c'est un grand pas dans la bonne direction. Il est temps de contrer l'influence de la Chine sur les chaînes d'approvisionnement américaines. Est-ce que ça veut dire que la propriété elle-même du canal passe sous le contrôle de l'américain BlackRock ? Alors non, le contrôle de ces deux ports assure celui du canal et c'est là l'essentiel, mais la propriété juridique du canal est toujours aux mains de l'État du Panama avec une direction 100% panaméenne. Ce sont par exemple des capitaines exclusivement panaméens qui guident les navires du monde entier dans les 80 km du canal. Il faut rappeler que cela fait partie des conditions des traités internationaux signés à l'époque par Jimmy Carter. Rappelons que certes, ce sont les Américains qui ont construit le canal entre 1904 et 1914, puis qui l'ont administré pendant 60 ans, mais en 1977, Jimmy Carter accepte de le restituer au Panama, qui en a la gestion depuis. Voilà, mais vous l'avez bien dit, l'essentiel c'est que le contrôle revienne sous giron américain. Alors on est un peu stupéfait que ça se soit fait si rapidement. Est-ce que BlackRock a agi spontanément? En clair, est-ce que c'est une bonne affaire pour le fonds d'investissement ? Alors BlackRock se défend qu'il s'agisse d'une transaction politique. Dans un communiqué, son patron assure avoir agi, je cite, pour proposer les meilleurs investissements à ses clients. Mais difficile effectivement de ne pas y voir un aspect politique tant Donald Trump a mis la pression depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Le mois dernier, rappelons qu'il a même envoyé Marco Rubio, son secrétaire d'État, au Panama. Eh bien, on apprend aujourd'hui dans le Wall Street Journal qu'à cette occasion, il y a eu des négociations. Parmi les concessions potentielles que le Panama envisageait de faire aux États-Unis figurait la recherche d'un nouveau propriétaire pour ces fameux deux ports. Hasard ou pas, ils deviennent donc américains. Merci Justine. Donald Trump a été investi le 20 janvier président des États-Unis. Nous sommes le 5 mars. Ça fait donc 45 jours, un mois et demi. Et déjà, après ces vocifération, pardon, je le dis sans accoler une connotation désobligeante, mais il obtient gain de cause. Jean-Claude, le franco-américain de cœur. Il a pris ses fonctions le 20 janvier, mais il a été élu le 5 novembre.
Et ce type de dossier ne se fait pas en 24 heures. Ça n'est pas parce que le président américain a parlé que tout de suite ça se fait d'un coup de baguette magique. Il y a malgré tout, avant, il y a eu des rencontres. Je crois savoir que le fonds avait déjà approché un certain nombre de responsables. Donc au fond, ce que Donald Trump a fait, c'est qu'il a fait les 10 derniers kilomètres nécessaires parce qu'effectivement, il y a cette pression politique qui était telle que l'exploitant a bien compris qu'il fallait qu'il cède. Mais les choses étaient déjà dans le pipe d'après les informations qui me sont données. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, le Panama est un tout petit pays. Si vous êtes allé, c'est un tout petit pays qui tire essentiellement ses revenus du canal. Son plus proche voisin, c'est quasiment c'est une annexe des États-Unis parce que les Panaméens vivent à l'américaine et en relation avec les États-Unis. Ils sont liés, donc ils n'avaient pas intérêt à se fâcher. Ce qui nous avait surpris, c'est lorsque le président avait dit, et c'est là où on s'était dit, on ne portait pas de jugement de valeur sur l'option politique qu'il avait pesée, mais c'est lorsqu'il avait laissé sous-entendre qu'il pourrait aller jusqu'à la force pour pouvoir récupérer le canal de Panama. C'est ce qui nous avait choqué. Pourquoi est-ce que cette société qui de fait est dans le giron chinois, même si c'est pas à proprement parler une propriété de l'État chinois, pourquoi est-ce qu'elle accepte de céder ces 2 ports qui de fait équivalent au contrôle du canal à BlackRock, cette grande société américaine? Je ne sais pas pourquoi ils ont été obligés de le faire. En tout cas, soit ils ont été contraints, soit ils ont vu leur intérêt. D'ailleurs, l'un n'exclut pas l'autre. Non, en tout cas, ce qui est frappant, c'est que ça nous plaise ou non, Donald Trump est très fort. Voilà, il est très fort. Il obtient ça. Il avait obtenu l'accord sur les otages israéliens à Gaza. Il va sans doute obtenir, que cela nous plaise ou non, le cessez-le-feu en Ukraine. Voilà, il déboule et il change les choses. Et encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il y a une puissance, il a mis en marche une puissance, une force de frappe d'une certaine manière, qui fonctionne. Et il réaligne les différents paramètres du monde en ce moment à toute allure. Et nous, on regarde ça un peu comme des lapins dans les phares d'une voiture. On regarde ça, on voit que la volonté politique, la politique, ça marche. C'est-à-dire que lorsqu'un dirigeant dit, et qu'il a la puissance et la détermination, je vais faire quelque chose, ça se passe. Ce qui n'est plus manifestement tellement le cas de notre côté de l'Atlantique. Donc évidemment, ça nous renvoie à une image, pour nous, désagréable, parce que ça nous confronte d'une certaine manière à nos impuissances, plus que il ne s'agit pas d'admirer, il ne s'agit pas de dire il est génial, il est simplement puissant. Oui, on prend. Oui, mais il y a un certain courage, je veux le noter, à dire ça publiquement de votre part, Jean-Dominique, parce que on sait que vous n'avez aucune sympathie particulière pour Donald Trump. Je pense même que c'est un peu l'inverse. Mais c'est vrai que là, il faut reconnaître, par exemple, qu'il y a... Notre métier, c'est de décrire le monde tel qu'il est et pas comme on aimerait qu'il soit. Bien sûr. Le monde, il est comme ça. Et Donald Trump, il est puissant. Et ça marche. Oui, alors, général. Juste faire un commentaire là-dessus parce que, effectivement, la prise de guerre économique est spectaculaire. Ça, il n'y a aucun doute et ça va dans la lignée de ce que Trump avait dit. Cela dit, ce ne sont que des gestionnaires. C'est comme si vous disiez que Vincent Airport, qui est une brillante société française, qui administre, qui gère des aéroports à l'étranger, avait pris le contrôle d'une partie de... Non, pas du tout, il n'avait pas pris de contrôle d'une partie du pays. Non, c'est de la gestion. Oui. C'est de la gestion. Et d'ailleurs, le président du Panama a fait un tweet, je ne sais pas si vous l'avez vu, tout à l'heure, en disant, écoutez les gars, vous êtes gentils, mais... la propriété reste la nôtre. C'est ça. La propriété, c'est nous, et le contrôle, ça reste nous. Il avait joué sur l'ambiguïté, puisqu'il avait dit, on va reprendre le contrôle, et il a dit oui, quel que soit, par quelque moyen que ce soit. Ça, c'est une réalité. Puis, dans le prolongement de ce que vient de dire Jean-Dominique, bien sûr qu'il y a la volonté politique, mais vous ne pouvez passer à l'action que si vous avez... C'est Trump qui dit, j'ai les cartes en main. Donc, quand il a les cartes, le Panama, c'est une annexe des États-Unis. Ils sont... Quelle carte, précisément, quand vous dites une annexe? Économiquement, ils sont très liés. Ce sont les États-Unis qui assurent la sécurité du Panama. Il y a une proximité économique, il y a une proximité politique en Amérique latine qui fait
que le Panama n'aurait pas dit non, on préfère se mettre sous la coupe de Pékin plutôt que non. Depuis quelques années, Panama cédait des actifs stratégiques aux proches, aux Chinois ou aux proches des Chinois. C'était le cas par exemple de ces 2 ports. Il y a d'autres ports aussi au Panama. Ce qui se lisait, ce qui se disait beaucoup, je ne sais pas si c'est la vérité, peut-être vous allez nous aider à comprendre, c'est qu'en cas de conflit, par exemple, entre les États-Unis et la Chine aurait eu les moyens de bloquer le canal avec ces 2 ports, même si le canal n'était pas sa propriété. Mais à partir du moment où elle possédait les 2 ports, elle aurait eu les moyens de bloquer le trafic. Elle ne les avait pas acquis par hasard. Il y avait un but stratégique, c'était pas simplement pour faire du profit. C'est l'axe essentiel de communication entre la côte Est et la côte Ouest des États-Unis par la mer. Donc, évidemment, les Chinois sont pas idiots. Ils viennent simplement de se faire sortir du Panama. Et il faut simplement dire que BlackRock, je crois que c'est 5 000 milliards d'actifs, donc 23 milliards. C'est presque une influence énorme dans le monde. C'est presque une goutte d'eau par rapport à la masse des actifs que possède BlackRock. Votre réflexion de politologue, Jean-Dominique dit, c'est la preuve de la puissance de Donald Trump. C'est pas très clair quel était vraiment le rôle de Donald Trump dans cette affaire. On ne sait pas. Peut-être cette affaire était déjà négociée quelques mois avant et c'est souvent, c'est plutôt le coup de communication, mais c'est bien joué. En tout cas, ça, on est d'accord. Après, on peut aussi voir ici peut-être un coup de préventif du côté Trump, parce qu'on sait les méthodes chinois, comment ils gèrent les pays avec qui ils ont les dettes, les pays qui ont des dettes envers la Chine. Donc on sait par exemple l'histoire de Sri Lanka, où la Chine a acheté, a prêté de l'argent et finalement a pris le port pour 100 ans de rente, parce qu'il y avait cette dette que Sri Lanka ne pouvait pas rembourser. Donc peut-être c'était aussi dans l'idée qu'un jour, vu les situations économiques effectivement pas très rassurantes à Panama, la Chine pouvait faire quelque chose pareil et nuire les intérêts des États-Unis. Donc peut-être il y avait aussi cette idée derrière. Et puis, la revendication sur le Panama, tout ça n'est pas nouveau. Ce sont des choses qui se tramaient depuis un certain temps. Et c'est vrai qu'on n'avait pas entendu Biden, par exemple, en faire presque un casus belli. Avançons. Prochaine étape, le Groenland. Alors le Groenland... Il en a parlé hier. Il en a parlé de manière explicite lors de son discours au Congrès. Il a dit, vous allez voir, on va le faire.